Troisième émission autour des résidences au Paris, à Tarbes. Pour parler de cette nouvelle résidence, je suis avec Marc Lallemand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour l'Iliade, qui sera à découvrir toute la semaine du 19 au 24 mai à Tarbes, au Paris. Avant de parler de l'Iliade, de ce que les gens vont pouvoir voir et de pourquoi vous avez choisi cette illustre œuvre d'Homère, un petit mot sur la compagnie de l'illustre corsaire, qui a une... j'ai envie de dire une relation particulière avec le Paris. Oui, bien avant tout, l'illustre corsaire, c'est une compagnie qui est relativement récente puisqu'elle a, elle est née en 2004 en fait pour une nouvelle création, un nouveau projet que j'avais très envie de mettre en place, et le mariage forcé. Et le mariage forcé, donc, qui est une petite pièce, une comédie-ballet à l'origine de Molière, et à qui j'avais demandé à Emmanuel Gérard à l'époque de faire un travail avec moi, une mise en scène en réfléchissant sur cette production. Donc ça s'est mis en place, et la relation particulière, c'est qu'effectivement ça a été la première création de la compagnie à voir le jour ici même au Paris. Donc voilà, ça a été créé en 2005. Donc 2015, voilà, on fait notre dixième année d'anniversaire pour la compagnie, et en même temps on vient avec une seconde production très différente, mais donc on est très attaché au lieu qu'on a vu naître. J'ai participé à d'autres projets avec d'autres compagnies dans ce lieu-là, et je reviens avec la compagnie l'illustre corsaire. Oui, vous étiez d'ailleurs sur la précédente résidence, mais en tant qu'acteur cette fois-ci. Oui, avec le Cher Guy Théâtre, on a monté Cabaret Cyrano. Alors, pourquoi est-ce que vous avez d'autres compagnies, pourquoi est-ce que l'illustre corsaire est né? Est-ce que c'est en complément de ce que vous pouvez faire en tant que metteur en scène ou acteur ailleurs? C'est-à-dire que on a souvent moi j'ai souvent dans mes cartons des projets, des envies. Ça passe d'abord par une lecture ou une thématique particulière. Donc il y a des lectures qui se font tout autour. Et donc qui sont des projets qui sont vraiment personnels, et donc quelque chose que je ne vais pas imposer ou proposer à d'autres compagnies existantes. Et donc grâce à l'illustre corsaire, je me suis offert le luxe en quelque sorte d'avoir une compagnie qui prend le temps de mettre en place des projets, qui ne va pas systématiquement créer un spectacle par an. Et donc il y a une maturité qui se met en place autour du projet, il y a une équipe qui réfléchit vraiment en amont. Donc c'est cette prise de temps que j'apprécie beaucoup. Et puis après, moi je participe avec grand plaisir à des projets d'autres compagnies locales, régionales, qui me nourrissent de nouvelles visions, de perspectives que je n'aurais pas nécessairement. Donc ça m'intéresse toujours de me baigner dans d'autres univers et d'accepter des projets différents. Est-ce qu'il y a une pression particulière de venir jouer au Paris, à Tarbes? On sait qu'il y a un travail qui peut être peut-être un peu plus fait sur la création, sur le fait que vous soyez en résidence, mais il y a aussi 5-6 représentations à assurer chaque soir, ce qui est assez rare dans notre département. Il y a une attente particulière du public du Paris? J'avoue que c'est toujours une découverte, une attente particulière du public. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait dans cet espace-là depuis un certain nombre d'années qui fait que le public, il y a un public qui vient accompagner les projets en sachant que c'est de la création pure, à savoir que ce ne sont pas des reprises, des spectacles qui ont tourné, donc ils vont voir quelque chose qui n'est pas tout à fait abouti peut-être, mais qui en général va naître ici même. Et moi je le vis un peu. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse prendre le temps de travailler dans une atmosphère cocon, tranquille, installé, prendre le temps de perdre du temps, et puis ensuite faire cette proposition sur toute une semaine. Ça permet vraiment de
de peaufiner le spectacle. Moi, à mon sens, un spectacle qui naît, la première, elle est toujours tout à fait exceptionnelle dans le sens où voilà, il y a l'énergie des comédiens qui portent et qui projettent ce spectacle. Et puis en même temps, voilà, on a d'autres dates, ce qui nous permet en même temps de continuer à travailler. C'est-à-dire les journées, on se retrouve et puis on peaufine, on améliore des scènes. Donc il y a ce temps, ce laps de temps, ça c'est un véritable luxe, de ne pas se déplacer et de rester pendant ce laps de temps pour travailler en finesse. Alors vous disiez l'illustre corsaire vous permet de développer des projets personnels, enfin, des envies que vous avez en tant que metteur en scène aussi. Comment s'est fait le choix des différents interprètes? Ça se fait en fonction de la pièce ou aussi en fonction des envies de travailler avec un tel ou un tel qui est comédien dans les Hautes-Pyrénées ou dans la région? C'est parfois assez mélangé, hein, les deux. C'est-à-dire... il y a des rencontres et puis avec ces rencontres on s'est dit tiens, cette personne-là elle est vraiment très riche, elle peut apporter quelque chose dans un projet, il y a une énergie, il y a un propos, il y a quelque chose qui permettrait de soutenir tel projet. Donc avec ces rencontres on a une sorte de entre guillemets une réserve d'acteurs potentiels. Et puis comme par exemple pour l'Iliade ou les précédents spectacles, donc il y a à un moment donné une distribution qui se met en place et en fonction des photographies, de l'imagerie des personnes, par exemple quand dans l'Iliade on réadapte un texte, tout de suite il y a des visages qui se collent. C'est un peu comme des castings de cinéma aussi, hein. C'est vraiment, il y a telle personne, je la verrai très bien dans tel personnage. Donc ça se fait ça se tuile les deux. Alors justement, on va voir comment vous en êtes arrivé à proposer l'Iliade et à le créer ici au Paris. Dans un instant, on va justement regarder un petit extrait d'une répétition avant l'avant-première qui aura lieu le mardi 19 mai à 20h30, puis jusqu'au dimanche. Le dimanche, ça sera à 16h, chaque sera à 20h30. Et un petit mot d'ailleurs sur la répétition publique, c'est ce samedi 16 mai de 14h à 16h. Tout à fait. C'est aussi des moments un peu magiques, un peu étonnants avec le public. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que dans la phase où se retrouve cette petite répétition publique, il est vrai que le spectacle est déjà relativement abouti, hein, parce qu'on est pratiquement à la veille de la représentation, mais c'est en même temps un banc d'essai. Un banc d'essai, c'est-à-dire que là on va offrir et ça va être le premier contact qu'on va recevoir le mardi suivant, mais là ça va être déjà un premier contact plus convivial, moins serré, formel, ouais. Moins formel. Et donc avec cet échange-là, ça permet de voir déjà un petit test, une petite mise en bouche de ce qui va se passer. Alors une pré-mise en bouche, c'est tout de suite.
Aède. Et chanter est mon métier. Déjà la 10e année était passée. Et la guerre entre les Achéens et les Troyens durait toujours. Les lances étaient lasses de tuer. Les sangles des boucliers usés se déchiraient. Et les cordes des arcs, épuisées, laissaient retomber des flèches rapides. Les chevaux vieillis, passés, désolés, la tête basse, les yeux clos, pleurant les compagnons avec qui ils avaient couru et combattu. 10 ans. Et Ilion se dressait toujours, intact, à l'abri de ces murailles invincibles. Ce fut Ulysse qui conçut la fin de cette guerre infinie. Et ils travaillèrent des jours et des jours. Et à la fin, il parut, aux yeux des Achéens, gigantesque, terrifiant. Alors, Ulysse appela les princes à l'assemblée. Et de cette voix profonde qui n'était qu'à lui seul, il commença à parler. Amis, vous continuez à avoir foi en votre courage et en vos armes. Et cependant, nous vieillissons ici, sans gloire, nous consumons dans cette guerre sans fin. La voyez-vous, cette arme magnifique construite par Épéos? Croyez-moi, ce n'est pas par la force que nous prendrons Troie. Écoutez mon plan. Ainsi parla-t-il. Et ils l'écoutèrent. Parmi les premières ombres du jour naissant, les Troyens virent au loin la fumée des incendies. Très haut courut la rumeur que les Achéens s'étaient sauvés. 1000 fois elle passa de l'un à l'autre, criée avec espoir et avec une joie de plus en plus forte. Ils sortirent des murailles d'abord par petits groupes, puis toujours plus nombreux, et ils traversèrent la plaine pour aller voir. Et quand Priam arriva, entouré des anciens de Troie, il ne vit que la plage immense, abandonnée, au milieu de laquelle trônait un gigantesque cheval de bois. Alors, charmés par sa beauté, certains conseillèrent au roi de le tirer à l'intérieur de la ville, de le consacrer aux dieux, d'en faire un monument magnifique à la guerre victorieuse. Et ce furent ceux-là qui l'emportèrent. Car misérables sont les hommes. Il ne leur est pas donné de voir l'avenir, mais seulement de vivre plongés dans les brumes du présent. Donc voilà un extrait de l'Iliade. Donc je rappelle les principales dates. Répétition publique ce samedi, ça sera de 14h à 16h. Et puis avant-première, mardi 19 mai à 20h30. L'avant-première est à 5 €. La répétition publique est gratuite. Et les autres tarifs, ça sera 12 € ou 8 € si vous êtes, et vous devez l'être, un abonné du Paris. L'Iliade, c'est une œuvre connue, reconnue. Pourquoi s'attaquer comme ça à un sommet? Parce que vous êtes pyrénéen et que ça vous fait pas peur? Voilà, j'aime gravir les montagnes, alors pourquoi pas celle-ci? Ça s'est fait, ça n'a pas été le choix premier en fait. Enfin, c'est venu assez vite, hein, mais je suis parti d'une... Bon, il y a quelques années, on avait créé une fédération de compagnies dans les Hautes-Pyrénées qui s'appelait Galilée, et on avait monté la vie de Galilée. Ça avait pris le titre en quelque sorte. Et dans ce spectacle, le final du spectacle, je me souviens plus mot à mot du texte, donc Galilée parlait à son disciple, et son disciple venait le chercher dans son lieu d'exil.
en lui disant que la société de Florence avait besoin la cité de Florence avait besoin de ses lumières, de lui, qu'il avait besoin d'être une forme de héros et d'idole en quelque sorte, enfin de meneur, plutôt de guide, voilà, plutôt de guide pour fomenter peut-être une forme de révolution face à un clergé qui était omniprésent. Et dans cet échange, donc ce jeune disciple, on a besoin d'un héros. Et Galilée lui répondit sereinement, malheureux, une société qui a besoin d'un héros. Donc ça, c'est une petite phrase qui m'était restée, c'était une petite trace comme ça. Est-ce qu'on a besoin du héros? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin d'un héros dans notre société? Et en voyant, en lisant toutes formes de littérature, mais aussi en regardant les médias, comment on pouvait présenter différentes formes de héros, comment les médias aussi construisaient l'identité d'un héros, je trouve que c'était assez fascinant. Et voire même comment on pouvait accepter qu'un héros passe à des actes absolument abominables et soit malgré tout mis sur un piédestal. Donc, des lectures et l'Iliade. L'Iliade parce que revenir aux origines aussi. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le mythe du héros par excellence. J'aurais pu choisir l'Odyssée, qui est, on va dire, d'une façon narrative, avec des petites histoires plus simples à poursuivre, alors que l'Iliade, bien, bon, ça se tue, ça s'entretue, on s'arrête, on fait des trêves, on vénère l'ennemi, etc. Là, j'étais carrément dans le sujet, dans l'essentiel du sujet, alors que dans l'Odyssée, on était sur des petites histoires où on était plutôt en train de combattre les dieux, et donc des personnages qui étaient plus fantastiques, et je voulais travailler sur l'humain. Et puis ça m'a permis de me poser des questions sur le mythe. À quoi servait aussi le mythe? Puisque le héros, le mythe, donc de se dire à quoi sert en fait un mythe après tout. Ça parle d'histoire, d'une histoire que personne n'a vécue, qui est archaïque, qui est avant. Donc ces personnages ont-ils vraiment existé? Est-ce que il y a des traces de cités, enfin de différentes couches antiques. Donc il y a des traces, mais on ne sait pas si vraiment tout ça existait. Et ça laisse comme ça un mystère. Donc un mystère pour l'imaginaire et pour construire le héros idéal pour soi. Et donc je me suis dit tout naturellement qu'effectivement le mythe et le héros, c'est avant tout un modèle qui doit nous perturber et qui doit nous permettre d'une part à un moment donné peut-être de s'identifier, parce que ce sont des personnages qui vont droit vers leur destin, mais qui en même temps ont des failles, donc ce qui nous permet aussi de nous reconnaître. Et donc de suivre un petit peu ces personnages pour idéaliser quelque chose et en même temps se dire s'arrêter, se dire je démolis aussi le héros et je fais mon chemin. Voilà. Et ce qui fait que cette pièce n'allait pas être traitée de façon classique ni antique, parce que ce mythe que vous décrivez, c'est-à-dire la personne qu'on va considérer comme un héros, porter au nu et détruire, vous le disiez, c'est notre société aussi d'aujourd'hui, peut-être encore plus celle d'aujourd'hui que celle d'il y a 3000 ou 5000 ans. Oui, je crois que quand on monte une pièce, moi j'ai envie de rapidement faire un lien avec notre actualité. Et malheureusement, parfois, l'actualité nous rattrape sur des choses très émotionnelles qu'on a vécues, notamment en début de cette année, où justement certaines personnes sont considérées comme des héros, sont mises sur des piédestals, d'autres personnes le sont également sous un autre angle. Bon, à tout ce questionnement, justement, comment arriver. Alors donc je fais effectivement des liens, c'est-à-dire que sur une histoire simple, donc j'ai pas monté l'Iliade dans son intégralité, j'ai morcelé, j'ai pris des bribes pour faire une autre narration. On retrouve en première lecture
l'histoire de l'Iliade avec des personnages récurrents, mais en même temps on se permet des digressions dans l'actualité, on passe dans une pensée très actuelle et dans une forme très actualisée. Donc il y a une imagerie, on va dire, notamment... Enfin, j'ai pas trop envie de dévoiler le projet, hein, alors c'est difficile de... Il faudra venir le voir concrètement. Il faudra venir le voir, voilà. Et voilà, ça c'était avant tout évidemment le lien avec les actualités, mais aussi j'avais envie puisque le projet est né aussi d'une rencontre avec Marie Guinigoul, qui est donc photographe, peintre et puis scénographe également. Et donc quand j'ai commencé à parler de ce projet qui était en devenir, elle s'y est intéressée et elle a tout de suite collé sa propre imagerie et une vision aussi sur la matière qui m'a tout de suite intéressé, puisque souvent quand on découpe une histoire, quand on découpe un scénario, on a une imagerie avec les acteurs, mais on a une imagerie aussi de paysages, d'éléments de décor, des choses comme ça, qui sont des possibles et qui doivent permettre au public aussi d'inventer l'histoire, de ne pas leur donner tout, mais de faire ça en creux. Et donc très rapidement, il était évident qu'on allait travailler notamment avec les matériaux comme de la boue, enfin de la terre, puisque le personnage qui fait le lien avec toute cette histoire, c'est un aède, c'est-à-dire un conteur antique, quelqu'un qui chante la vie des héros, qui par son chant va faire renaître les héros. Donc faire renaître, faire revivre. Et au bout d'un certain temps, il fallait imaginer que ces personnages, effectivement, sortent de la terre et revivent en boucle ce qui s'était passé pour eux. Donc une incarnation à vif et une narration en décalage avec ce personnage d'Aède. Alors je vous propose de regarder un second petit extrait, et pour donner encore plus envie à nos téléspectateurs de venir voir l'Iliade au Paris à partir du 19 mai. Donc on est de retour dans la salle de la Luciole au Paris. On a agrandi un petit peu l'image pour accueillir Frédéric Garcès et Marie Gutierrez. Merci d'être avec nous. Un petit mot d'abord, Marc, sur leur personnage, puisque ce sont deux des acteurs qu'on va retrouver dans l'Iliade. Oui. Alors, Marie joue notamment Hélène. Hélène de Troie, qui est en quelque sorte l'enjeu de cette guerre fatidique. Et Fred donc joue Hector, qui est donc le héros par excellence du côté troyen. Alors on va laisser le héros un peu de côté pour commencer avec Marie. On va donner le micro à Marie. Un petit mot sur ce projet de l'Iliade. Comment Marc vous l'a présenté et qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette production? Comment il me l'a présenté? C'était il y a un petit moment déjà. Donc, je pense que la première chose qu'il m'a dite, c'est que c'est un projet auquel il pensait depuis très longtemps, donc qui lui tenait beaucoup à cœur. Et nous, on avait travaillé précédemment ensemble en tant que comédiens, tous les deux, mis en scène par Fred d'ailleurs, dans la Var. Voilà, et puis je pense qu'on avait eu un très bon contact. Et donc moi j'étais plutôt ravie, oui, que Marc me propose de faire partie de l'aventure. Avec cette vision dès le départ de cette Iliade qui va mettre en avant surtout le mythe du héros et pas forcément dans sa version classique. Oui, absolument. Oui, après les questionnements, évidemment, je les trouvais aussi bien sûr intéressants. Et puis très ancré dans une actualité, voilà, ça tombait bien, c'était le bon moment. Il y pensait depuis longtemps, mais là je pense que c'était plutôt intéressant dans le contexte actuel, ouais. Alors Frédéric, c'est vous le héros?
Un des héros. Un des héros. Comment vous appréhendez à la fois ce rôle et le travail que vous a proposé Marc? Alors, déjà, moi ce que je trouvais intéressant, c'était que quand Marc m'a proposé ce projet-là, l'an dernier, je travaillais avec mes élèves sur le théâtre antique déjà. Et j'étais très curieux parce que je me suis dit, tiens, dans la continuité des choses, je vais moi aussi expérimenter ce domaine-là. Et puis en même temps, c'était l'occasion aussi de retrouver Marc dans un autre rapport. On a un peu inversé les rôles cette fois-ci. Et puis ça m'intéressait beaucoup. Le rôle d'Hector, comment l'appréhender? C'est assez délicat parce que ce sont des personnages qui apparaissent de manière assez éphémère en fait. Ils sont pas là tout le long du spectacle. Et donc il y a des couleurs assez précises à montrer en très peu de temps. Et du coup je suis allé avec Marc on était dans une direction plus sur le héros fatigué. Spectateur un petit peu de la future mort de son peuple, de sa vie, de son royaume, et complètement lucide de ce qui va se passer. Donc c'est un guerrier qui va comme donner tout ce qu'il a et tout ce qui lui reste pour sauver sa famille, pour sauver son peuple, mais en même temps en étant conscient qu'il court vers sa propre mort. Voilà. On puise dans quelle expérience ou dans quelle vision pour interpréter ce genre de rôle, puisqu'on évoquait avec Marc ce héros qui peut être aussi moderne dans notre société où on a besoin de mythifier des gens et ensuite de les détruire. Il y a des exemples dans l'actualité, pas forcément que récente, qui vous ont aussi un peu inspiré? Je pense que c'est délicat de choisir un héros précis. Dans le thème du héros, et ça faisait partie des discussions qu'on a eues, c'était le héros actuel, le héros de sa propre vie, de sa propre histoire. Ce sont des personnages qui cherchent à être immortels malgré tout, et qui écrivent leur propre histoire, qui sont conscients de ce qu'ils vont laisser. Et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça, on a tous envie de laisser une trace, on a tous envie d'écrire son histoire du mieux qu'on peut, de manière fataliste un petit peu aussi. Mais je pense qu'il faut aller chercher en soi. Je pense que dans nos gènes, dans notre histoire, on a déjà tout ce qu'il faut pour tout raconter. Donc il suffit d'aller éclairer tout ça à l'intérieur et d'aller chercher. Il y a forcément des choses à raconter et qui font le lien avec ces personnages-là, puisque ce sont des héros mythiques, mais ce sont des hommes et des femmes. Et des femmes, c'est important la parité oui. de nos jours. Alors, Marie, comment se fait le travail? On explique souvent que le Paris, il y a des représentations. Je rappelle les dates à partir du 19 mai et jusqu'au 24 mai. Mais on explique aussi à nos lecteurs, téléspectateurs, qu'il y a tout un travail qui est fait en amont, ici en résidence, peut-être même un petit peu avant. Comment ça se passe à l'intérieur? Comment ça se passe avec Marc aussi? En tant que metteur en scène, vous avez le droit de tout dire. Tout est filmé. Marc, c'est pas facile, hein, ça c'est sûr, on va vous le cacher. Non, écoutez, ça se passe plutôt bien. Effectivement, on a beaucoup de choses à faire, on ne s'ennuie pas du tout. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, au départ, il y a plutôt une partie déblayage, je dirais, du texte et un petit peu des enjeux, voilà, de la dramaturgie. Et puis après, on avance pas à pas, une scène après l'autre. Et puis là, on est presque à la fin, puisqu'on est dans la dernière semaine de répétition. Et c'est là qu'on lit justement tous ces morceaux qu'on a travaillés un peu indépendamment. Voilà, c'est beaucoup de considérations techniques. Et là, c'est aussi pas mal de travail physique. Et aussi des contraintes matérielles, parce qu'il y a de la boue, parce qu'il y a peut-être du sang, parce qu'il y a beaucoup de changements de costumes. Voilà, donc c'est tout un grand orchestre et un déplacement de décor, de la manutention. Donc c'est comme un grand orchestre dont il faut au départ, voilà, chaque instrument apprend à jouer sa partition, et puis ensuite il faut trouver la cohérence, l'équilibre et l'harmonie.
global. Et le fait de jouer comme ça la même pièce, la même œuvre pendant 5 soirs et une matinée, puisque le dimanche est à 16h, et plus de scolaires, ça permet aussi d'affiner ce personnage que vous avez imaginé, que vous avez répété, de l'affiner aussi par rapport au retour du public. Ah ben évidemment, mais ça, on peut jouer une pièce 150 fois, on n'aurait jamais fini d'explorer ce que peut être ce personnage. Alors, bon, évidemment, 150 fois, c'est beaucoup, mais là, en 6 fois, on ne peut pas dire, évidemment, que mardi soir à l'avant-première, on aura arrêté chacun la position, la manière dont on voit notre personnage. Évidemment, c'est en constante évolution. Et c'est beaucoup, effectivement, dans les représentations qu'on trouve... oui, cette puissance du spectacle, je pense. Voilà. Parce qu'il y a tout ce qui a trait à la représentation qui est de l'ordre de quelque chose d'un peu solennel, quoi, d'un peu important. Donc, et de magique aussi. Donc c'est là vraiment que les personnages peuvent naître sur les bases solides de ce qui a été fait en répétition. Frédéric, d'être ici avec 3 semaines de répétition, plus ensuite une semaine de représentation, vous l'avez aussi vécu en tant que metteur en scène, vous le disiez, c'est un vrai confort? Ah oui, c'est un confort. Là, on a été gâtés, c'est-à-dire que dès les premiers jours, on a pu avoir accès à la grande salle avec tous les moyens techniques qui étaient encore en pleine élaboration, mais on avait déjà tout ce qu'il fallait. Donc on a pu, ça a été un confort énorme et puis un gain de temps. Mais là, on se rend compte avec ces derniers jours de répétition qu'on en avait vraiment besoin parce que c'était très très laborieux, quoi. Très laborieux. Vous, Marc, vous parliez pardon, je vais y arriver, pouf pouf, de décors qui bougent. Je crois que c'était fait en partenariat avec des lycéens de Haute-Pyrénées. Oui, donc ça a été conçu par un ami qui s'appelle Édouard Grisol, qui est décorateur. Et on a eu l'opportunité de faire un partenariat avec le lycée du Puy. Donc des jeunes qui sont chaudronniers, qui font de la soudure, travaillent le métal. Et comme on avait besoin d'une structure qui soit relativement souple et solide pour recevoir les comédiens, donc tout naturellement on a demandé et ça a été possible et très rapidement ils ont mis ça en place. Et donc après il y a eu de la finition bois, mais voilà, ils ont travaillé sur toute la partie métallique. Est-ce que du coup ils vont venir voir ils leurs œuvres et l'œuvre du coup? J'espère. Enfin, en tout cas, ils sont invités. Il est prévu qu'ils viennent un soir avec leur professeur. Donc je pense qu'ils vont regarder peut-être maintenant, s'ils ne sont pas très habitués à voir des spectacles, ils vont le regarder peut-être sous un œil différent. Voilà, mais on a réussi à avoir quelques partenariats de ce type-là, et puis surtout, bon, on est une équipe quand même qui est assez étoffée dans le sens où bon, il y a des parties chorégraphiques, donc avec Tatiana Tevena qui est donc chorégraphe et qui est aussi professeur au conservatoire de Tarbes, donc qui nous a vraiment mitonné des parties chorégraphiques qui sont vraiment dans le sens de ce travail, c'est-à-dire quelque chose qui soit dynamique, guerrier, et en même temps d'un esthétisme assez vraiment intéressant, enfin qui se justifie. Et donc Marie qui a donné toutes sortes de couleurs, qui a travaillé davantage les parties vidéo, puisqu'il y aura aussi ces supports qui s'ajoutent. Et puis on parlait tout à l'heure de la partie éclairage, mais aussi musicale. Il y a une couleur au niveau de la partie musicale qui a été entièrement créée par Francis Ferrier et qui crée la lumière. Donc il y a une liaison en direct. Donc tout cela participe. Il y a les acteurs qui incarnent, mais chaque élément prend sa place, sa valeur au même titre qu'un personnage. L'idée, c'est pas d'illustrer, mais d'intensifier, d'incarner sous différentes formes. Et toutes ces forces feront l'Iliade, donc à découvrir à partir du mardi 19 mai et jusqu'au dimanche 24 mai, chaque soir à 20h30, le dimanche à 16h, avant-première à 5 €. Vous n'oubliez pas la répétition publique, ça sera samedi de 14h à 16h. Je voudrais en profiter pour vous remercier d'avoir accepté de venir sur ce plateau dans la salle de la Luciole, et remercier également toutes les équipes techniques de Tarbes en scène
Seine et du Paris qui nous permettent à chaque fois de vous proposer cette émission. Merci à vous et puis on se retrouve sur scène pour découvrir l'Iliade toute la semaine. Merci. Merci.